Le legs. Pour Sissi Miller. Ayant saisi la broche de perles parmi les bijoux, bagues et broches posées en vrac sur la petite table du salon de sa femme, Gilbert Clarendon lut l'étiquette. Pour Sissi Miller, avec mon affection. C'était tout Angela d'avoir même pensé à Sissi Miller, sa secrétaire. Et pourtant, comme c'est étrange, se répéta-t-il, qu'elle ait tout laissé en si bon ordre, un petit souvenir à l'intention de chacun de ses amis. On aurait dit qu'elle avait prévu sa mort. Pourtant, elle avait quitté la maison en parfaite santé ce matin-là, 6 semaines auparavant. Au moment où elle descendait du trottoir, elle avait été fauchée par une voiture, en plein Piccadilly. Il attendait Sissi Miller. Il l'avait priée de venir. Après toutes ces années passées à leur service, il sentait qu'il lui devait bien quelques égards. Oui, se disait-il encore, en l'attendant. C'est étrange qu'elle ait tout laissé en si bon ordre. À chacun de ses amis, elle avait légué un petit témoignage de son affection. Chaque bague, chaque collier, chaque petite boîte laquée, elle raffolait des petites boîtes, portait une étiquette. Et chaque objet lui rappelait un souvenir. Celui-ci, c'était un cadeau qu'il lui avait fait. Et celui-là, le dauphin en émail aux yeux de rubis, elle était tombée dessus un jour, dans une ruelle de Venise. Il entendait encore son petit cri de joie. À lui, bien sûr, elle n'avait rien laissé en particulier, si ce n'est son journal. 15 petits volumes reliés de cuir vert étaient posés sur le bureau d'Angela, derrière lui. Depuis le début de leur mariage, elle tenait son journal. Certaines de leurs très rares, on ne peut pas dire disputes, prises de bec plutôt, avaient été causées par ce journal. Quand en rentrant, il la trouvait occupée à écrire, elle fermait le cahier ou cachait la page avec sa main. Il l'entendait encore. « Non, 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 après ma mort peut-être. » Elle le lui avait donc laissé en héritage. C'est la seule chose qu'ils n'eussent pas partagée de son vivant. Mais il avait toujours pensé qu'il mourrait avant elle. Si seulement elle s'était arrêtée un instant pour réfléchir avant d'agir, elle serait encore en vie aujourd'hui. Mais elle était descendue du trottoir sans regarder, d'après le témoignage du conducteur de la voiture. Elle ne lui avait pas laissé le temps de freiner. À cet instant, un bruit de voix retentit dans l'entrée. « Miss Miller, monsieur !» annonça la femme de chambre. Miss Miller entra. Il ne l'avait jamais vue seule auparavant, ni bien sûr en larmes. Elle était profondément bouleversée, et on le comprend. Angela avait été pour elle plus qu'une patronne, une amie. Pour lui, songeait-il en l'invitant à s'asseoir dans le fauteuil avancé pour elle, elle n'était pas différente des autres femmes de sa condition. Il y avait des milliers de Sissi Miller, petites femmes ternes, tout de noir vêtues, portant un attaché-case. Mais avec son don de sympathie, Angela avait découvert chez Sissi Miller une multitude de qualités. Elle était la discrétion en personne avec son silence, digne de confiance au point qu'on pouvait tout lui dire, et ainsi de suite. Au début, incapable de parler, Miss Miller ne fit que se tamponner les yeux avec un mouchoir. Puis elle se ressaisit. « Je vous prie de m'excuser, Mr. Clarendon, fit-elle. Il murmura. Bien sûr, il comprenait. C'était tout à fait naturel. Il n'avait pas de peine à imaginer ce que sa femme représentait à ses yeux. « J'ai été si heureuse ici, » dit-elle en jetant un regard circulaire. Ses yeux se posèrent sur le bureau derrière lui. C'est là qu'elles avaient travaillé, Angela et elle. Car Angela avait eu son lot des tâches incombant à l'épouse d'un éminent politicien. Elle lui avait rendu de grands services au cours de sa carrière. Il les avait souvent aperçues, Sissi et elle, assises à ce bureau, Sissi à la machine à écrire, dactylographiant des lettres sous la dictée d'Angela. Les pensées de Miss Miller étaient sans doute les mêmes en ce moment. Il ne restait plus qu'à lui donner la broche.
que sa femme lui avait laissé. Cadeau incongru en apparence. Elle aurait mieux fait de lui laisser un peu d'argent, voire la machine à écrire. Mais puisqu'il en était ainsi, pour Sissi Miller, avec mon affection. Il lui tendit la broche, joignant à son geste le petit discours de circonstance qu'il avait préparé. Il savait, dit-il, qu'elle l'apprécierait à sa juste valeur. Sa femme l'avait souvent porté. À quoi elle répondit en prenant possession de l'objet par un discours tout aussi apprêté, disant que ce serait toujours pour elle un bien précieux. Elle devait bien avoir d'autres vêtements sur lesquels une broche de perles paraîtrait moins déplacée. Elle portait un méchant petit ensemble noir, jupe et veste, qui semblait être l'uniforme de sa profession. Il lui revint tout à coup qu'elle était en deuil. Mais oui, bien sûr. Elle avait, elle aussi, traversé une tragédie. Un frère qu'elle chérissait était mort à peine 1 semaine ou 2 avant Angela. N'était-ce pas aussi un accident ? La seule chose dont il se souvenait, c'est que c'était Angela qui lui avait appris la nouvelle. Angela, avec son don de sympathie, avait été terriblement bouleversée. Entre-temps, Sissi Miller s'était levée. Elle mettait ses gants. Elle ne voulait pas s'imposer, c'est clair. Mais il ne pouvait pas la laisser partir sans lui parler de son avenir. Avait-elle des projets ? Pouvait-il lui venir en aide d'une manière ou d'une autre ? Elle regardait fixement le bureau où elle avait passé tant de temps derrière la machine à écrire et où se trouvait le journal. Perdue dans ses souvenirs d'Angela, elle ne répondit pas immédiatement à son offre. Pendant un instant, elle parut ne pas comprendre. Il répéta donc « Quels sont vos projets, Miss Miller ?»« Mes projets ? Oh, ne vous tourmentez pas, Mr. Clarendon. Je vous en prie, ne vous faites pas de soucis pour moi. » Il crut comprendre qu'elle disait ne pas avoir besoin d'aide pécuniaire. Il songea que, quoi qu'il en soit, il ferait mieux de renouveler son offre de secours par lettre. Pour l'heure, la seule chose à dire, c'était, en lui pressant la main, « N'oubliez pas, Miss Miller, que si je peux vous aider de quelque façon, ce sera avec plaisir. » Puis il ouvrit la porte. Elle resta un instant sur le seuil, immobile, comme saisie par une idée soudaine. « Mr. Clarendon, dit-elle, en le regardant droit dans les yeux pour la première fois. Et pour la première fois, il fut frappé par l'expression de son regard, pénétrant et cependant empreint de compassion. « Si un jour ou l'autre, je peux vous venir en aide de quelque façon, n'oubliez pas que, par égard pour votre femme, ce sera avec plaisir. » Elle disparut sur ces mots, surprenant comme le regard qui les accompagnait. C'était presque comme si elle avait cru ou espéré qu'il aurait besoin d'elle. En regagnant son fauteuil, une pensée lui vint bizarre, peut-être même invraisemblable. Était-il possible que, pendant toutes ces années où il l'avait à peine remarquée, elle ait, comme on dit dans les romans, nourri à son égard une passion secrète ? Il jeta un coup d'œil en passant à son reflet dans le miroir. Il avait plus de 50 ans, mais il ne pouvait pas s'empêcher, au vu de cette image, de se trouver fort distingué. « Pauvre Sissi Miller !» se dit-il en réprimant un fou rire. Comme il aurait aimé partager cette bonne plaisanterie avec sa femme. Il se tourna instinctivement vers son journal et le lut au hasard. Gilbert était si attirant. C'était comme une réponse à sa question. Naturellement, semblait dire Angela, vous plaisiez beaucoup aux femmes. Naturellement, Sissi Miller n'était pas insensible. Il reprit sa lecture. Comme je suis fier d'être sa femme. Lui avait toujours été fier d'être son mari. Lorsqu'il dînait en ville, combien de fois l'avait-il regardée, de l'autre côté de la table, en se disant qu'elle était la plus jolie femme de la soirée. Il poursuivit sa lecture. Cette année-là, la première,
Il s'était présenté aux élections parlementaires. Ils avaient parcouru ensemble toute sa circonscription. Quand Gilbert se rassit, il y eut un tonnerre d'applaudissements. L'auditoire se leva comme un seul homme pour chanter « For he is a jolly good fellow ». J'étais muette de saisissement. Il s'en souvenait, lui aussi. Elle était assise à son côté dans la tribune. Il se rappelait le regard qu'elle lui avait lancé et ses yeux pleins de larmes. Et après, il tourna les pages. Ils étaient allés à Venise. Heureux souvenir que ces vacances après les élections. Nous avons mangé des glaces au Florian. Il sourit. Quel enfant! Elle adorait les glaces. Gilbert m'a fait un récit passionnant de l'histoire de Venise. Il m'a raconté que les doges, tout cela écrit de son écriture d'écolière. L'un des plaisirs de voyager avec Angela, c'était sa grande soif d'apprendre. Elle était si effroyablement ignorante et s'en excusait, comme si elle ne savait pas que c'était un de ses charmes. Puis, il ouvrit le volume suivant. Ils étaient rentrés à Londres. Je tenais tant à faire bonne impression. Je portais ma robe de mariée. Il la revoyait assise à côté du vieux Sir Edward, faisant la conquête de ce redoutable vieillard qui était son chef. Il lisait hâtivement, complétant l'une après l'autre les scènes fragmentaires et décousues. Dîner à la Chambre des communes, soirée chez les Lovegrove. Lady Hale m'a demandé si je mesurais ma responsabilité en tant qu'épouse de Gilbert. Puis, au fil des années, il saisit un autre volume sur le bureau. Son travail n'avait cessé de l'absorber davantage. Et elle, naturellement, restait de plus en plus souvent seule. Elle semblait avoir beaucoup souffert de ne pas avoir d'enfant. « Je voudrais tellement que Gilbert eût un fils », avait-elle écrit quelque part. Curieusement, lui-même n'avait jamais eu beaucoup de regrets. Telle quelle, sa vie était si remplie, si pleine. Cette année-là, il avait été nommé à un poste de sous-secrétaire d'État. Poste de second plan seulement, ce qui faisait dire à Angela « Il sera Premier ministre un jour, j'en suis sûre à présent ». Certes, les choses avaient tourné autrement, mais il aurait pu en être ainsi. Il suspendit sa lecture un instant pour méditer sur ce qui aurait pu être. La politique est un jeu de hasard, se dit-il. Mais la partie n'était pas encore terminée. Non, pas à 50 ans. Il jeta un coup d'œil rapide sur la suite, des pages remplies de futilités, d'insignifiants petits bonheurs qui avaient meublé le quotidien de sa vie de femme. Il saisit un nouveau cahier et l'ouvrit au hasard. Quelle lâcheté! J'ai encore laissé échapper ma chance. Mais il m'a semblé si égoïste de l'ennuyer avec mes petites affaires, alors qu'il a tant de sujets de préoccupation. De plus, nous passons si rarement la soirée en tête-à-tête. Qu'est-ce que cela signifiait? Ah, il avait trouvé l'explication. Il s'agissait de son travail dans l'East End. J'ai pris mon courage à deux mains pour parler enfin à Gilbert. Il a été si gentil, si compréhensif. Il n'a manifesté aucune opposition. Il se souvenait de cette conversation. Elle s'était plainte de sa trop grande oisiveté, de son inutilité. Elle avait envie d'avoir une occupation. Elle voulait faire quelque chose. Assise justement dans ce fauteuil, elle avait rougi d'une façon charmante en disant cela, pour aider les autres. Il l'avait taquinée gentiment. N'avait-elle pas assez à faire de s'occuper de lui, de sa maison? Mais si cela l'amusait, il n'y voyait naturellement aucune objection. De quoi s'agissait-il? Une œuvre paroissiale, un comité de bienfaisance? Une seule condition, elle devait lui promettre de ne pas se rendre malade. C'est ainsi qu'elle s'était rendue tous les mercredis du côté de Whitechapel. Il se souvenait d'avoir détesté les vêtements dont elle s'affublait en la circonstance, mais elle avait l'air d'avoir pris cela très au sérieux. Le journal fourmillait de références semblables à celle-ci. Vu Mrs. Jones, elle a 10 enfants. Le mari a perdu un bras dans un accident. Elle remuait ciel et terre pour trouver un emploi à Lily. Il sauta quelques pages. Les occurrences de son propre nom étaient moins fréquentes. Son intérêt se relâcha. Certaines entrées ne lui disaient rien. Par exemple, discussion passionnée sur le socialisme avec B.M.
Qui était BM? Il ne parvenait pas à compléter les initiales, une femme sans doute rencontrée à un de ses comités. BM a critiqué violemment les classes supérieures. Je suis rentrée à pied de la réunion avec BM et j'ai essayé de le convaincre. Mais il est tellement borné. Ainsi, BM était donc un homme. Probablement un de ces soi-disant intellectuels, si violents et bornés, au dire d'Angela. Elle l'avait apparemment invité. BM est venu dîner. Il a serré la main de Minnie. Avec cette exclamation, les choses lui apparurent sous un jour nouveau. BM n'avait pas l'air habitué à voir des femmes de chambre, et il avait serré la main de Minnie. Ce devait être un de ces ouvriers émancipés qui fréquentent les salons de ces dames pour y exposer leurs idées. Gilbert connaissait bien ce genre d'individu, et n'avait aucune sympathie pour le spécimen en question. Son nom, de nouveau. Suis allé avec BM à la Tour de Londres. Il a dit que la révolution était inévitable. Nous nous berçons d'illusions. C'est exactement le genre de propos que l'on pouvait attendre de la part de BM. Gilbert croyait l'entendre. Il le voyait aussi avec précision, un petit homme trapu, avec une barbe hirsute, une cravate rouge, et l'inévitable costume en tweed qu'ils portent tous, un parasite qui n'avait jamais travaillé honnêtement de sa vie. Angela avait sûrement eu le bon sens de le percer à jour. Il continua sa lecture. BM a dit des choses très désagréables à propos de... Le nom avait été effacé avec soin. Je lui ai répondu que je ne voulais plus l'entendre proférer des injures contre... De nouveau, le nom était effacé. Se pouvait-il que ce fût son propre nom ? Était-ce pour cette raison qu'Angela cachait si prestement la page quand il entrait ? Cette pensée accentua son inimitié grandissante à l'égard de BM. Ce monsieur avait eu l'impudence de parler de lui dans cette pièce même. Pourquoi Angela avait-elle gardé cela pour elle ? Ce n'était vraiment pas son genre de dissimuler. Elle était la candeur même. Il tourna les pages, s'arrêtant à tous les passages concernant BM. BM m'a raconté toute son enfance. Sa mère faisait des ménages. Quand j'y pense, je peux à peine supporter de continuer à vivre dans tout ce luxe. Porter des chapeaux à 3 guinées. Si seulement elle en avait discuté avec lui, au lieu de se casser sa pauvre petite tête avec des questions qui dépassaient largement son entendement. Il lui avait prêté des livres. Karl Marx, La Révolution en marche. Les initiales BM, BM, BM revenaient à chaque page. Jamais le nom complet. Pourquoi ? Il y avait dans cet usage des seules initiales une familiarité, une intimité qui ressemblait peu à Angela. Le nommait-elle BM en tête-à-tête ? Il continua sa lecture. BM est arrivé à l'improviste après le dîner. Par bonheur, j'étais seule. Il y avait à peine un an de cela. Par bonheur ? Pourquoi par bonheur ? J'étais seule. Pourquoi était-il venu ce soir-là ? Il vérifia la date dans son agenda. C'était le soir du dîner à Mansion House. BM et Angela avaient passé la soirée ensemble. Il essaya de se remémorer cette soirée. Était-elle encore debout à l'attendre quand il était rentré ? Est-ce que tout était normal dans la pièce ? Y avait-il des verres sur la table ? Les fauteuils avaient-ils été rapprochés ? Il ne se souvenait de rien, absolument rien, hormis son propre discours au dîner de Mansion House. C'était de plus en plus incompréhensible. Toute cette situation, sa femme recevant un inconnu sans témoin. Il allait peut-être trouver des explications dans le cahier suivant. Il s'empressa d'attraper le dernier volume du journal, celui qu'elle avait laissé inachevé. Et voilà que ce satané bonhomme apparaissait dès la toute première page. Dîner en tête-à-tête avec BM. Il s'est mis dans tous ses états. Il a dit qu'il était temps de se comprendre tous les deux. J'ai essayé de le forcer à m'écouter, mais il s'y est refusé. Il m'a menacé. Si je... Le reste était entièrement surchargé. Elle avait écrit « Égypte, Égypte, Égypte » sur toute la page. On ne pouvait pas déchiffrer un seul mot, mais l'interprétation ne faisait aucun doute. Le vaurien lui avait demandé de devenir sa maîtresse. Seule dans cette pièce,
Le visage de Gilbert Clarendon s'empourpra. Il tourna les pages à toute allure. Quelle réponse lui avait-elle donnée? Plus d'initiales. C'était juste « il » à présent. Il est revenu. Je lui ai dit que je ne parvenais pas à prendre une décision. Je l'ai supplié de me laisser. Il l'avait donc poursuivie de ses assiduités jusque dans cette maison? Mais pourquoi n'avait-elle rien dit? Comment avait-elle pu hésiter, ne fût-ce qu'un instant? Et puis les mots? Je lui ai écrit une lettre, suivie de pages vierges. Et puis encore, pas de réponse à ma lettre. D'autres pages blanches. Et pour finir, il a mis sa menace à exécution. Et après? Que s'est-il passé après? Il feuilleta tout le cahier. Les pages étaient vierges. Mais là, exactement la veille de sa mort, il lut « Ai-je le courage de faire de même ?» C'était tout. Gilbert Clarendon laissa le cahier glisser à terre. Il la revoyait devant lui. Elle se tenait au bord du trottoir, à Piccadilly. Le regard fixe, les poings serrés. C'est alors que la voiture... C'était intolérable. Il fallait qu'il sache la vérité. Il se dirigea vers le téléphone à grandes enjambées. « Miss Miller !» Silence. Puis quelqu'un bougea dans la pièce. Sissi Miller à l'appareil. C'était sa voix, enfin, au bout du fil. « Qui ?» tonna-t-il. « Est BM !» Il entendait le tic-tac de la pendule bon marché, posée sur sa cheminée. Puis il y eut un long soupir. Et elle dit enfin « C'était mon frère. » C'était son frère. Ce frère qui s'était suicidé. « Y a-t-il, dit la voix de Sissi Miller, quelque chose que je puisse expliquer ?»« Rien, s'écria-t-il, rien. » C'était son legs. Elle lui avait dit la vérité. Elle avait sauté du trottoir pour rejoindre son amoureux. Elle avait sauté du trottoir pour lui échapper.